bonjour à tous. Merci d'avoir choisi le Morning pour vous informer. On démarre cette édition comme tous les matins par les grands titres à la une de la presse arabe et israélienne. Cyril, bonjour. Alors la crise des négociations alimente ce matin encore les commentateurs de la presse arabe et israélienne. Le Premier ministre Netanyahou a annoncé hier des sanctions contre l'autorité palestinienne. Et oui, Barbara Lemari consacre ce matin sa première double page après les accusations de John Kerry. Netanyahou riposte. Le Premier ministre israélien a ordonné à ses ministres de cesser les contacts avec leurs homologues palestiniens. J'apprends ce matin dans le journal centriste que l'injonction du Premier ministre israélien touche tous les ministères et leurs directeurs de cabinet, tous, sauf en matière de sécurité et de négociation, ce qui pourrait donc peut-être laisser le champ ou la voie ouverte à la poursuite des négociations. Mais ces sanctions sont-elles efficaces, sont-elles utiles ? Bien sûr que non, écrit Zvi Barel ce matin dans les colonnes du Haaretz. Au contraire, elle pourrait même revenir tel un boomerang à la figure de Netanyahou et même accélérer le rapprochement entre le Fatah d'une part et le Hamas de l'autre. Le mouvement islamiste palestinien qui a par ailleurs salué ces derniers jours la résistance à l'ouest, je cite, de son frère de Cisjordanie. Alors en Israël, évidemment, le gouvernement a moyennement apprécié, c'est un euphémisme, d'être accusé par Kerry d'avoir entravé les pourparlers. Dans un communiqué du cabinet Netanyahou, relayé ce matin par le Haaretz, eh bien, le Premier ministre Netanyahou s'est dit profondément déçu par les accusations du secrétaire d'État américain, des accusations qui, a-t-il dit, nuisent aux pourparlers et qui donc ne sont pas utiles. Une tonalité qui dénote largement avec les sourires affichés hier par Avigdor Lieberman, le chef de la diplomatie israélienne. C'était lors de sa rencontre avec son homologue américain à Washington. Pour Lieberman, John Kerry, tout simplement, un ami d'Israël. Un échange de politesse puisque le secrétaire d'État américain lui a répondu qu'il n'avait jamais eu l'intention d'incriminer Israël. Alors, toutes ces courbettes diplomatiques ne sont pas du goût du journal de gauche Haaretz ce matin. On ne peut que regretter que le secrétaire d'État américain ait déployé autant d'efforts pour s'expliquer, puisqu'après tout, John Kerry n'a fait que dire la vérité, la simple vérité. Et pour Amos Biderman, le caricaturiste du journal, vous allez le voir, la vérité, c'est celle-ci. Le ministre ultranationaliste du logement, Ouré Ariel, qui est à l'origine du grand boom en publiant au mauvais moment un appel d'offres de 700 logements à Jérusalem-Est, la caricature qu'on verra peut-être un peu plus tard. Voilà, la presse palestinienne, en tout cas, elle traite principalement de cette réunion en urgence de la Ligue arabe hier au Caire, une Ligue arabe qui a apporté un soutien franc et massif à Mahmoud Abbas. Oui, sans surprise, la Ligue arabe a enfoncé le clou planté la veille par John Kerry dans les colonnes du quotidien jordanien El Rad. On apprend que les ministres arabes des Affaires étrangères réunis au Caire ont fait porter à Israël toute la responsabilité de la crise des négociations. La Ligue arabe qui, selon le journal pro-gouvernemental Al-Quds, a toutefois appelé les États-Unis à poursuivre leurs efforts de médiation pour amener Israéliens et Palestiniens à la table de négociation et tenter de sortir de l'impasse. Et puis, si les sanctions israéliennes devaient s'alourdir, eh bien, pas de panique, nous dit ce matin l'agence de presse palestinienne Wafa. La Ligue arabe est là et elle aurait même promis à Ramallah un généreux filet de sécurité même, qui prendrait la forme d'une aide mensuelle de 100 millions de dollars à l'autorité palestinienne. Allez, on termine par le lancement réussi d'un nouveau satellite espion israélien que les journaux israéliens présentent ce matin naturellement avec grande fierté. Eh oui, avec beaucoup de patriotisme ce matin, je vous présente Barbara. Ofek 10, regardez, c'est le nouveau satellite espion israélien. Il a été lancé hier dans la base militaire de Palmachim au sud de Tel Aviv. Ofek qui signifie en hébreu le mot horizon, ce qui fait dire au Israël Hayom qu'un nouvel horizon planera désormais au-dessus du ciel iranien. Ofek, c'est pour le Israël Hayom l'ambassadeur d'Israël dans l'espace, le journal qui s'enorgueillit de rappeler qu'Israël fait partie du club prestigieux et restreint des 12 pays seulement capables de fabriquer et de lancer leurs propres satellites. Et le premier satellite militaire israélien, Ofek 1, qui avait été mis en orbite en 88. Et pour la petite anecdote, Barbara, vous savez, les Israéliens lancent des satellites de manière différente des autres satellites, c'est-à-dire qu'ils les lancent vers l'ouest, au-dessus de la Méditerranée, contrairement aux autres satellites, pour la simple et bonne raison qu'ils ne peuvent pas les lancer au-dessus des pays arabes. Merci beaucoup, Cyril Amar.
Et nous sommes le jeudi 10 avril. Vous êtes sur i24 News, c'est le morning. Et voici les grands titres à la une de l'actualité ce matin. Les chefs de la diplomatie israélienne et américaine tentent de calmer le jeu. John Kerry s'est entretenu hier à Washington avec Avigdor Lieberman. Ils ont réaffirmé leur engagement vers les négociations de paix et l'amitié entre les deux pays. Et ce, après que Kerry ait imputé, je vous le rappelle, à Israël l'échec des négociations. On vient de l'évoquer, Israël lance donc avec succès son satellite espion en orbite, Ofek 10, Horizon 10, un radar satellite espion qui est capable de prendre avec précision des photos de la Terre, indépendamment des conditions météo. Dans le monde, il existe seulement 12 pays capables de produire et de lancer ses propres satellites. Enfin, notez que les négociations entre l'Iran et les 5+1 vont passer désormais à la vitesse supérieure. L'objectif est désormais la rédaction d'un accord final. Il mettrait fin, s'il était adopté, à une décennie de controverses sur le programme nucléaire de Téhéran. Voilà, et c'est encore et toujours le grand titre de cette matinée. Les négociations de paix sont toujours dans la passe entre Israéliens et Palestiniens. Je vous rappelle que Kerry a accusé hier Israël de porter la responsabilité de l'échec des négociations. Et en Israël, on voit rouge. Jérusalem pourrait changer de cap. Benjamin Netanyahu a notamment annoncé hier des mesures punitives contre l'autorité palestinienne. Est-ce que cette décision va sonner le glas définitivement des pourparlers? On fait le point en images et on en parle juste après. Le ton durcit entre Israéliens et Palestiniens. Ce mercredi à Jérusalem, les ministres ont reçu une nouvelle consigne de Benjamin Netanyahou, limiter tout contact, rencontre et coopération avec leurs homologues palestiniens en ce qui concerne les domaines civils et économiques. Une sanction qui a pour but de punir les demandes d'adhésion unilatérale des Palestiniens à des traités internationaux. Côté palestinien, Mahmoud Abbas anticipe les pertes potentielles causées par l'arrêt des subventions israéliennes. Pour cela, il essaye de trouver une alternative financière en la Ligue arabe. Mais concrètement, les sanctions prises par Israël n'ont qu'un effet minime sur les relations entre les deux parties, puisque la plupart des échanges s'effectuent au niveau militaire. Sur le plan diplomatique, Washington incrimine Israël pour le blocage des négociations. Et de Pékin à Paris, on s'inquiète de l'avenir du processus de paix. La Chine espère qu'Israël garde à l'esprit une image plus large de la paix et qu'il fasse preuve de sagesse stratégique, qu'il prenne des décisions courageuses et qu'avec la communauté internationale et les Palestiniens, Israël accomplisse des progrès sur les pourparlers de paix le plus tôt possible. La Chine continuera à jouer un rôle constructif. Nous pensons qu'il y a là ce qu'on appelle, en traduisant un mauvais anglais, une fenêtre d'opportunité qui ne sera pas éternelle. Parce que quand je discute avec nos amis arabes, je mesure quand même une évolution absolument considérable de leur part à l'égard des positions israéliennes. Quand je regarde quelle est la situation des Palestiniens, situation relative du Hamas par rapport au Fatah, il y a là quand même une conjonction. Et je voudrais que, tout en assurant, bien sûr c'est absolument fondamental, la sécurité d'Israël et tous les paramètres qui doivent être pris en compte, du côté palestinien, du côté israélien, on arrive à faire des pas en avant. Le blocage dans les négociations est survenu alors qu'Israël a refusé de libérer le dernier contingent de prisonniers palestiniens vendredi dernier, sans engagement clair côté palestinien de la prolongation des négociations au-delà de la date butoir du 29 avril. Bonjour Dror Ravensapir, vous êtes notre analyste politique et diplomatique. Alors après ce qu'on vient de voir, il semble difficile d'imaginer à l'heure actuelle, en tout cas, que les négociations pourraient être sauvées, même si certains y croient encore, ou du moins affirment y croire encore. En tout cas, c'est le cas de John Kerry, de Avigdor Lieberman au cours de leur rencontre hier aux États-Unis. C'est pas la première fois, Barbara, qu'Avigdor Lieberman affiche sa bonne entente avec le secrétaire d'État américain. Et Avigdor Lieberman a répété bien que John Kerry était un ami d'Israël. John Kerry, de son côté, a dit une nouvelle fois qu'il n'avait pas eu l'intention, lorsqu'il s'était exprimé avant-hier devant la commission des affaires étrangères du Sénat, de faire porter l'entière responsabilité de la crise du processus de paix à Israël. Il a également accusé les Palestiniens de s'être comportés d'une manière dangereuse et périlleuse. Donc on a un petit peu l'impression qu'Avigdor Lieberman et John Kerry tentent de réparer les pots cassés avec plus ou moins de succès. On ne sait pas si effectivement cette rencontre suffira d'une part à dissiper le malentendu qui existe véritablement entre Washington et Jérusalem, et puis d'autre part à relancer les négociations de paix qui sont au point mort.
fameux discours devant le Sénat, ce que la presse israélienne appelle maintenant le discours du pouf, va vraiment compliquer les relations israélo-américaines? Alors, c'est effectivement une question complexe, Barbara, parce qu'on a l'impression d'un double langage israélien. D'un côté, avec Avigdor Lieberman, dont on a vu à quel point, au cours de sa rencontre avec John Kerry, il adoptait un discours conciliant. Et de l'autre côté, cette réaction qui émane d'un haut responsable dans l'entourage de Binyamin Netanyahou, peut-être de Binyamin Netanyahou lui-même, en tout cas un haut responsable de la présidence du Conseil à Jérusalem, qui s'est exprimé à la presse américaine et qui a employé cette expression « Nous sommes profondément déçus » du fait que John Kerry nous ait fait endosser la responsabilité de la crise du processus de paix. À Jérusalem, on est sincèrement convaincu, Barbara, que s'il y a une crise du processus de paix, c'est du fait de la mauvaise volonté palestinienne. Et on est effectivement surpris de cette condamnation, de cette semi-condamnation exprimée par John Kerry, même si encore une fois, au cours de son intervention devant le Sénat, John Kerry aussi, il faut le redire, a été très critique envers l'attitude palestinienne. Mais ce que peut-être les dirigeants israéliens ne comprennent pas ou pas assez, c'est que les États-Unis s'attendent à davantage de la part d'Israël. L'accord... À Jérusalem, on ne l'a pas compris. On ne veut pas le comprendre. Voilà, c'est un petit peu ça. L'accord cadre qui était en gestation et dont maintenant il n'est plus question, eh bien, cet accord cadre qui aurait permis de relancer les négociations de paix jusqu'à au moins les premiers jours de 2015, cet accord cadre, il était quand même plutôt en faveur des positions d'Israël. Pendant longtemps, il était question que cet accord cadre inclut cette fameuse reconnaissance palestinienne d'Israël comme État du peuple juif. Il n'en est plus vraiment question, mais... Il n'est plus à l'ordre du jour. Voilà, en tout cas, on s'attendait à Washington qu'en Israël, on fasse davantage d'efforts que les Palestiniens. Et qu'on libère, par exemple, cette quatrième vague de prisonniers ? Quatrième vague de prisonniers, y compris des prisonniers arabes, d'Israéliens. Donc on s'attendait effectivement à ce qu'Israël joue tout à fait les règles du jeu. La crise continue de s'envenimer, c'est ce qu'on a l'impression. En tout cas, ce matin, Binyamin Netanyahou a ordonné hier de suspendre tout contact entre son gouvernement et celui de l'autorité palestinienne. Est-ce que c'est une décision vraiment critique et dramatique à l'heure actuelle ? Pas vraiment, j'en ai pas l'impression. Tout à l'heure, Cyril, dans sa revue de la presse, citait Tzvi Barel, spécialiste des questions du monde arabe dans le Haaretz, qui parlait de l'effet boomerang de ces éventuelles sanctions. Il s'agit d'une suspension temporaire des relations entre les ministres du gouvernement israélien et les ministres du gouvernement de l'autorité palestinienne. Ça ne concerne pas la sécurité, et c'est pas un hasard parce que les forces de sécurité de l'autorité palestinienne luttent contre le Hamas. L'autorité palestinienne et Israël ont un ennemi commun, les organisations terroristes, Hamas y compris. Ça ne concerne pas également cette mesure les relations entre Tzipi Livni, la ministre chargée du processus de paix, et ses homologues palestiniens. Et puis surtout, l'arme décisive qu'aurait été, et qui a déjà été utilisée dans le passé, Barbara, qu'aurait été du point de vue d'Israël le gel du versement des prélèvements fiscaux prélevés au nom de l'autorité palestinienne par Israël. Cette arme n'a pas été utilisée. Par conséquent, on peut considérer que Binyamin Netanyahou laisse une porte ouverte ou une porte entrouverte à la reprise des négociations de paix ou à leur maintien. La Ligue arabe, derrière, promet finalement de compenser ce manque. S'il arrive, 100 millions de dollars, ce n'est pas un chiffre qui a été choisi au hasard. C'est la valeur de ces taxes prélevées chaque mois en Israël. Et pour l'instant, il n'en est pas question du côté d'Israël. Voilà, alors Mahmoud Abbas, lui, il dit quoi ? Il voudrait continuer à discuter ? On peut considérer que Mahmoud Abbas adopte une tactique finalement assez proche de celle de Binyamin Netanyahou. Il s'adresse aux instances internationales d'une manière unilatérale, ce qui bien évidemment agace terriblement en Israël, mais lui aussi on peut considérer qu'il laisse une porte entrouverte parce que lui aussi n'a pas utilisé l'arme du jugement dernier en quelque sorte, qui serait une demande palestinienne d'adhésion au tribunal international de La Haye. Si c'est le cas, ça pourrait mettre Israël dans une situation très délicate du point de vue du droit international si les Palestiniens demandent leur adhésion en tant qu'État au traité qui concerne le tribunal international de La Haye. Et là, effectivement, si Mahmoud Abbas en arrive à prendre ce genre de décision, on peut considérer qu'on sera dans une crise dont on aura les plus grandes peines du monde à sortir. Mais votre estimation, Dror, ce matin, c'est que les négociations vont se poursuivre ? En tout cas, tant les Israéliens que les Palestiniens, si effectivement ils font monter les enchères et ils prennent des mesures qui rendent un retour à la table des négociations de plus en plus difficile, mais cette image de la porte entrouverte, elle est laissée tant du côté israélien que du côté palestinien. Donc aujourd'hui encore, on peut considérer qu'il y a une chance, si infime soit-elle, de reprendre les négociations de paix. Et Kerry, qui a semblé plutôt agacé ces derniers jours, ne semble pas prêt encore à vouloir jeter l'éponge.
Kerry ne semble pas prêt à jeter l'éponge, même si on perçoit une déception, un agacement. La question aussi, c'est pas uniquement celle de John Kerry, c'est aussi celle de l'administration américaine dans son ensemble, de Barack Obama. On sait que Barack Obama est nettement moins motivé que ne l'est son secrétaire d'État américain par les affaires moyen-orientales. Barack Obama, sur le plan international, est beaucoup plus préoccupé par ce qui se passe actuellement en Ukraine. Il a d'autres chats à fouetter. Il aurait plutôt tendance à ce que les États-Unis se retirent, se désengagent des affaires moyen-orientales. C'est savoir qui pourrait prendre leur place. Merci beaucoup, Audrey Raven-Sapir. Merci. Cyril, à suivre dans le Morning, on parlera de ce fait divers tout à fait tragique aux États-Unis, des lycéens poignardés en Pennsylvanie. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? On revient sur les faits après un nouveau journal. Restez avec nous. On parle de politique israélienne à présent, c'est l'édito du jour avec vous, Boaz Bismuth, bonjour. Alors vous avez décidé ce matin de nous parler de l'enfant star de la Knesset qui a annoncé son grand retour en politique, Moshe Kahlon, qui se voit peut-être pousser des ailes de Premier ministrable. Il se voit pousser des ailes, et s'il ne se voit pas pousser des ailes, donc les médias en Israël vont les pousser pour lui. Et c'est justement le cas, vous savez qu'en Israël, pendant les fêtes, que ce soit Rosh Hashanah ou les fêtes de Pâques qui s'approchent, bien sûr, les journaux, la presse écrite, elles cherchent les interviews les plus intéressants. Et il faut être honnête pour dire que notre concurrent, Yediot Ahronot, a interviewé pour ce week-end, l'édition de ce week-end, Moshe Kahlon. Alors pourquoi est-ce que Moshe Kahlon est un homme intéressant aujourd'hui? D'abord, il est jeune, bien sûr, il est séfarade, il s'occupe beaucoup de problèmes de société, et surtout, c'est celui qui s'est battu contre les tycoons en Israël. Et vous savez qu'en Israël, personne n'aime payer cher, mais ça c'est un truc mondial, c'est quelque chose de mondial. Et bien grâce à Moshe Kahlon, nos factures de téléphone ont réduit considérablement. Bref, Moshe Kahlon a quitté le Likoud juste avant les élections. C'était quand même quelqu'un, un noyau dur du Likoud, quand même quelqu'un, une pièce importante pour ce parti. Il a quitté le Likoud de façon assez, un peu, comment on va dire, mystérieuse. Alors chacun cherchait un petit peu les raisons et les excuses. Vous savez qu'en Israël, on est dans une période dans laquelle il y a beaucoup de scandales, beaucoup d'affaires, sauf que Moshe Kahlon a encore un grand avantage. Vous savez que les hommes politiques en Israël vont en parallèle au Parlement et aussi à la police pour se faire un petit peu questionner. Et bien Moshe Kahlon, c'est monsieur propre de la politique israélienne. En fait, les choses, les gros cigares, les voyages, les belles voitures, ça ne l'intéresse pas. C'est un garçon modeste qui est né en 1960 dans la ville de Hadera, un papa qui travaillait comme pêcheur, donc 7 frères et sœurs. Donc c'est un garçon franchement qui connaît la vie simple. Et lorsqu'il était le ministre responsable du social, et ben il s'est réellement occupé des gens. Et c'est pour ça que Moshe Kahlon d'aujourd'hui a tous les atouts. Il faut savoir une chose, et peut-être c'est un problème à Netanyahou pour voir, c'est que tous les réels candidats que Netanyahou avait, un est tombé après l'autre. Je pense par exemple à Olmert, les concurrents. Je pense aussi à Ashkenazi, Gabi Ashkenazi, ancien chef d'état-major. Aujourd'hui, je pense que Moshe Kahlon est quelqu'un qui peut réellement causer de vrais soucis à Netanyahou s'il décide de ne pas joindre le Likoud et de créer un autre parti. Où il va revenir? Très bonne question. Il faut savoir une chose, Moshe Kahlon quand même est un homme politique. Et même si c'est monsieur propre de la politique, c'est aussi un homme politique. Et je m'explique. Une des raisons pour laquelle il se dit « je me retrouve plus dans ce Likoud aujourd'hui, je suis un homme du Likoud de Menachem Begin ». Souvenez-vous, ancien Premier ministre du Likoud qui a gagné les élections en 77, mai 77. Mais sauf que Moshe Kahlon aujourd'hui se bat contre le noyau dur du Likoud, contre les extrémistes, comme il dit, de ce parti où je ne me retrouve pas. Mais il faut savoir qu'en 2005, lorsque Ariel Sharon avait décidé le désengagement, qui était un des députés du noyau dur du Likoud qui s'était, comment dire, qui était contre cet acte-là, c'était Moshe Kahlon. Donc vous voyez, il y a aussi un petit peu, même Moshe Kahlon peut montrer de temps en temps de l'opportunisme politique. Voilà, de l'opportunisme politique peut-être avec cet agenda qu'il est en train d'annoncer. Le drapeau social n'existe plus au Likoud et c'est lui le porte-drapeau social aujourd'hui en Israël. C'est plus la gauche, c'est assez marrant. C'est très très important de noter et très intéressant en parallèle. En Israël, c'est vrai qu'on parle beaucoup bien sûr de la sécurité de notre pays. C'est vrai que nous sommes un pays dans lequel nous n'avons pas encore des frontières reconnues. Nous sommes encore un État accordéon. Parfois on se rétrécit, parfois on grandit. Mais nous sommes aussi un État avec 8 millions de citoyens. 8 millions de citoyens qui ont les mêmes problèmes comme en Finlande, comme en France et parfois même comme au Bangladesh. Et donc il faut quand même résoudre ces mêmes problèmes. Et c'est pour ça que vous pouvez parler de l'Iran, vous pouvez parler des négociations avec les Palestiniens, mais il y a d'autres problèmes. Et Moshe Kahlon justement, avec le vide qui s'est installé avec les partis de gauche qui sont censés faire ce travail, eh ben il rentre justement dans ce vide qui a été laissé par les autres partis.
partie. Il faut quand même noter qu'il est devenu l'enfant chéri des Israéliens et de la politique à cause d'une réforme sur la téléphonie mobile. Bien sûr. Ce n'est pas un peu pour devenir le nouveau roi de la politique israélienne? Non, mais c'est un symbole quand même, parce que n'oubliez pas aussi qu'en Israël, aujourd'hui, le plus grand ennemi, c'est quoi? Il y a deux. Un, c'est bien sûr les tycoons aussi qui détiennent aussi tous les droits sur les téléphones. Et c'est vrai que les factures téléphoniques en Israël étaient ridicules. C'est-à-dire, il suffisait que vous avez votre enfant aller 2 jours faire du ski ou même pas vendre des tableaux au Japon pour ensuite vendre. Mais est-ce que ça suffit pour être comme ça accrédité du plus grand nombre de mandats aux prochaines élections? Mais regardez, qu'est-ce qu'il a dit encore hier à Rishon LeZion dans un discours qu'il avait fait? Maintenant, les directeurs de banque gagnent un peu trop d'argent. Nous sommes, bien sûr, n'oubliez pas, nous sommes en politique, on n'est pas aujourd'hui dans le Technion, donc le populisme existe encore, comme j'ai dit avant, même si on s'appelle Moshe Kahlon. Mais si vous me demandez à moi mon avis, si par exemple aujourd'hui Moshe Kahlon se présente et il y a des élections, moi je vois aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit, c'est un peu l'enfant chéri, c'est un peu la star, il a vraiment tous les atouts, mais je lui donne aujourd'hui pas plus de 8 à 10 mandats. C'est noté, c'est enregistré, on vérifiera après les élections. Ouais, j'ai peur. On peut effacer? Non, je m'amuse. Merci Boaz. Est-ce que, une autre question, on parle d'autre chose maintenant. Est-ce que vous jouez au poker? Est-ce que ça vous arrive? Vous aimez ça? Non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai du mal à finir mes fins de mois. Alors en tout cas, la fièvre du poker arrive depuis plusieurs années en Israël de façon assez étonnante puisque dans le pays, les jeux d'argent sont strictement réglementés. Le poker est considéré comme une activité sportive sans aucune mise d'argent. Les explications de Maël Benoliel. Une salle de classe, des élèves studieux et un professeur passionné. Sauf qu'ici, pas de géographie ni de mathématiques au programme, mais uniquement du poker. Bienvenue dans la première académie de poker en Israël. Fondée il y a peu par le seul joueur de poker professionnel israélien, cette académie a pour but de démocratiser un jeu encore peu populaire en Israël, bien que de plus en plus à la mode ces dernières années. C'est vrai que c'est une nouvelle mode en Israël, donc le niveau des Israéliens est très faible. Beaucoup d'entre eux ne savent pas les bases théoriques de ce jeu. Ici, les gens pensent qu'il s'agit d'un jeu basé uniquement sur la chance. Il y a évidemment un élément de hasard, et ce sont les cartes que tu reçois au début. Chacun reçoit des cartes différentes, mais cela est secondaire. Ce qui est vraiment important, c'est ce qu'il y a autour. Et c'est le but de cette académie, apprendre à tous ceux qui le désirent ce qu'est ce jeu fantastique, à quel point il est profond et à quel point il peut être utile dans la vie de tous les jours. Une académie qui propose des cours à tout niveau sur l'art du poker. Je prends des cours ici afin d'affiner mon jeu et d'arriver à un meilleur niveau. Oui, parce que j'aime beaucoup ce jeu, j'adore le défi intellectuel, philosophique et psychologique que le poker impose. Les profs de l'académie sont les meilleurs joueurs de poker israéliens et c'est vraiment super de pouvoir apprendre à leur côté et développer notre niveau de jeu, tant sur le plan mental que théorique. Il y a beaucoup à apprendre, que ce soit pour les joueurs débutants ou ceux plus confirmés. Apparu pour la première fois il y a environ 250 ans, le poker est en plein essor partout dans le monde ces dernières années. Pour Stas Tishkevich, qui est aussi président de la fédération de poker israélienne, il ne fait aucun doute. Le poker sera très prochainement considéré comme une discipline sportive à part entière. La Fédération internationale de poker promeut ces 2 dernières années un nouveau format de poker appelé match poker en anglais. Mais dans ce format, il n'y a plus aucun élément de hasard. C'est un poker un peu différent qui est censé permettre de comparer le niveau des joueurs sans se baser sur combien d'argent chaque joueur a gagné ou perdu. Les joueurs sont jugés sur leurs décisions à chacune de leurs mains. Un nouvel esprit pour une nouvelle façon d'aborder ce jeu de cartes. L'équipe d'Israël de poker participera d'ailleurs à la phase finale du premier tournoi de match poker qui aura lieu au mois de mai prochain sur le continent européen. Ça vous fait sourire, l'académie de poker? Je vois que j'ai vraiment loupé ma vocation. J'aurais dû, mais mes parents, vous préférez que j'ai étudié quelque chose d'autre. Dommage. Ça revient souvent. Hein. Vous avez remarqué, Barbara? Il a raté sa vocation. Qu'il aurait préféré faire autre chose. Voilà, vous voyez. Bon, nous, on est contents de vous avoir en tout cas tous les matins. Je reste. Restez avec nous. Et nous sommes le jeudi 10 avril, vous êtes sur i24 News. Voici les grands titres à la une de l'actualité ce matin. Les chefs de la diplomatie israélienne et américaine tentent de calmer le jeu. John Kerry et Avigdor Lieberman se sont entretenus hier soir à Washington. Ils ont réaffirmé leur engagement envers les négociations et l'amitié entre les deux pays. Et ce, après que Kerry ait imputé à Israël, je vous le rappelle, l'échec des négociations.
Et puis Israël lance avec succès son satellite espion en orbite, OFEC 10, Horizon 10. Un radar satellite espion a donc été lancé hier soir. Il est capable de prendre avec précision des photos de la Terre, indépendamment des conditions météo. Dans le monde, il existe seulement 12 pays capables de produire et de lancer ses propres satellites. Les négociations entre l'Iran et les 5+1 vont désormais passer à la vitesse supérieure. L'objectif est désormais la rédaction d'un accord final. Il mettrait fin, s'il était adopté, à une décennie de controverses sur le programme nucléaire de Téhéran. Enfin, c'est historique. Le Barça a dit au revoir hier soir à la Ligue des Champions. L'Atlético Madrid a donné une fantastique leçon d'engagement au Barça en quart de finale par une courte victoire 1-0 dans un stade Vicente Calderón en fusion. L'Atlético s'est donc offert l'un des plus beaux exploits de son histoire, décrochant sa première demi-finale de C1 depuis 40 ans. Bravo à l'Atlético. Et on en vient à ce fait divers tout à fait tragique. Ça se passe aux États-Unis, Bethsabée, en Pennsylvanie, des lycéens poignardés. Alors qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Alors ça s'est passé hier matin, donc ça s'est passé à Murrysville, c'est en Pennsylvanie, c'est près de Pittsburgh. Et à 7h45, heure locale, avant le début des cours, un étudiant est arrivé, un lycéen, 2 couteaux à la main, 2 couteaux de 25 cm chacun. Il a pénétré le hall et là, il a commencé à frapper les élèves. Le drame s'est déroulé dans les couloirs, il s'est déroulé dans plusieurs salles de cours. Alors bien sûr, les élèves ont tenté d'y échapper, d'autant qu'un a fait sonner le signal d'alarme. Donc les élèves ont évacué aussi par eux-mêmes. Finalement, ce jeune homme a été maîtrisé, il a été arrêté par la police, mais le bilan est élevé. Il y a 19 lycéens qui ont été blessés, dont 4 très grièvement. Ils ont été évacués par hélicoptère. Ils souffrent de blessures assez profondes. Il y en a même un qui était touché dans le foie. Un agent de sécurité a aussi été blessé. Alors les réactions sur place, bien sûr, tout le monde est sous le choc, les élèves, les parents d'élèves, la police, même les écoles primaires du secteur ont été fermées. Je vous propose d'écouter les réactions d'un élève et du père d'une élève. J'étais terrifiée quand j'ai appris ce qui s'est passé. Je me suis presque mise à pleurer, mais je me suis retenue. Elle m'a appelé en panique en me disant que des élèves avaient été poignardés à l'école. C'est indescriptible. C'est grâce à mon expérience de policier que je les ai laissés faire leur travail. Sinon, j'y serais allé moi-même. Une réaction de parents, donc on peut comprendre. Difficile de rester sans bouger quand il se passe un drame pareil près de chez vous. Pour ces enfants, évidemment. Est-ce qu'on sait on en sait un peu plus sur cet élève qui est entré dans ce lycée? Quel était son mobile? Il le fait pourquoi? On a 2-3 détails. On sait qu'il s'appelle Alex Ribal. Il est âgé de 16 ans seulement. Selon son avocat, oui, effectivement, réaction typique, 16 ans seulement. Voilà, des jeunes personnes. C'est un bon élève selon son avocat. Selon les autres élèves, il serait timide. Jusque-là, vraiment rien d'extraordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. La police a dit qu'elle enquêtait sur un possible appel téléphonique menaçant entre Ribal et un autre étudiant, un appel téléphonique qui aurait eu lieu la veille, mais il semble quand même que ce lycéen ait attaqué les victimes au hasard, comme ça, au fur et à mesure de son avancée dans les couloirs. Il aurait agi seul, selon les premiers éléments de l'enquête. Pas plus d'infos pour l'instant sur son identité, ses motivations. En tout cas, il a été arrêté et il sera jugé, ça c'est sûr, comme un adulte. Alors ça arrive assez souvent malheureusement aux États-Unis, mais bon, on ne peut pas rester indifférent. Hein. C'est fou parce qu'en plus ça a inspiré des films, souvenez-vous, tous ces cas que nous avons vus les dernières années. Et c'est vrai que tous les 2, 3, parfois même 6 mois, on voit un de ces cas. Mais il faut juste noter 2 choses. Un, il est vrai, il est sûr qu'en Amérique, il y a un problème de société. Ça, une chose est sûre. La deuxième chose, maintenant, comme des gens qui s'occupent de la presse et de l'information, il ne faut pas oublier aussi que quand on dit encore une fois aux États-Unis, les États-Unis, c'est 50 États. Donc si l'Europe, par exemple, c'est 28, les États-Unis, c'est 50 États. Donc il est fort normal, avec les statistiques, que ça se passe là-bas. Alors d'un côté, c'est vrai, la société est un petit peu malade, ça, même si on aime l'Amérique, il faut le dire. Deuxième chose, statistiquement parlant, il y a plus de chances que ça se passe aux États-Unis qu'ailleurs. Alors, qu'en est-il des élèves touchés? Ils vont tous en sortir? Normalement, ils sont tous hors de danger, mais encore une fois, je voudrais insister, on ne parle pas d'égratignures, on parle de blessures qui sont très profondes. Il y en a un qui a failli y passer. Exactement, ouais. Il y en a un qui a failli y passer. Je vous propose d'écouter sur la survie des patients le docteur en charge. Les blessures sont des blessures à l'arme blanche. La plupart sont des blessures dans le bas de l'abdomen. C'est comme s'il avait opéré selon une même manière avec toutes les victimes. Elles ont des blessures en bas de l'abdomen et sur le côté droit. Je peux dire qu'il s'agit de blessures profondes et pénétrantes. Je pense que oui, ils vont s'en sortir, mais je tiens à souligner que leurs blessures sont graves.
Alors heureusement, et la police a beaucoup insisté, le personnel de l'école est très préparé à ces urgences. Ça aurait pu être bien pire. Tout le monde insiste sur place beaucoup là-dessus. Voilà, et ça a été pire que ça déjà aux États-Unis. Alors évidemment, en général, d'ailleurs, l'agresseur, vous l'avez remarqué à l'instant, Boaz, se sert d'une arme à feu. On se souvient tous de la tuerie de décembre 2012 à Newton. 20 enfants de 6 à 7 ans ont alors été tués par un jeune déséquilibré qui avait 20 ans seulement, il s'appelait Adam Lanza. Le drame avait d'ailleurs relancé le débat sur les armes à feu, mais la modification de la loi fédérale avait été avortée au Congrès une fois de plus. Alors vous l'avez dit, ça arrive beaucoup aux États-Unis, mais ça n'arrive pas seulement aux États-Unis, ces cas de violence parmi les jeunes et les enfants. Même en France, voilà. En France, récemment, il y a eu 2 élèves de 13 ans qui ont tenté d'assassiner la famille d'une d'elles. Alors il y en a une qui était en 5e, l'autre en 6e. Eh bien, l'élève de 5e avait projeté d'assassiner sa famille. Et sa complice y est allée avec un couteau. Elle a poignardé le petit frère de 6 ans, donc de sa copine. Les parents de cet enfant l'ont emmené chez le docteur. Ils ont fait des points de suture, mais en fait, la situation ne faisait qu'empirer. Finalement, la blessure était profonde, de 3 cm. Il a fini aux urgences. Il s'en est sorti, mais c'est quand même un dossier hors norme. Et ces deux jeunes filles ont été mises en examen pour tentative d'assassinat à 13 ans. C'est extrêmement rare. À 13 ans, c'est complètement dingue. Est-ce qu'on sait pourquoi ces dernières années, parmi la jeunesse, cette violence est exacerbée comme ça ? Alors, est-ce qu'il y a plus de violence qu'avant ? Est-ce que c'est les médias qui en parlent plus ? C'est aussi une question, évidemment, à laquelle on peut s'attarder. Il y a une étude qui est sortie, qui est extrêmement intéressante sur les jeux vidéo. On parle beaucoup d'études. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les jeux vidéo violents ou pas et la violence ? Eh bien là, il y a une nouvelle étude qui a été publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology. Eh bien, en fait, l'agressivité viendrait de l'échec de ces jeux, de la difficulté de ces jeux, et cette frustration, ce serait elle qui créerait. Quand on n'y arrive pas, on est frustré et ça engendre de la violence. Voilà, et c'est pas forcément lié à la violence du jeu. Merci beaucoup Betsabé, merci beaucoup. Boaz, à suivre dans le Morning, on parlera de cette tendance qui prend de l'ampleur en Israël. Ça s'appelle être vegan. Ce sont ces végétariens de l'extrême. On y revient après un nouveau journal. Retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. On parle pour le moment des négociations entre l'Iran et les 5+1. Un nouveau round de discussion s'est clos avec succès hier à Vienne. Et les parties annoncent vouloir passer à la vitesse supérieure. Comprenez la rédaction d'un accord final qui mettrait fin à 10 ans de controverse. Le point en image, on en parle juste après. Lentement mais sûrement, les négociations sur le programme iranien progressent. Ce mercredi soir, à Vienne, s'achève la 3e session de discussion entre l'Iran et les grandes puissances. Si les tenants et aboutissants de l'accord final ne sont pas encore fixés, tous reconnaissent une avancée significative. Le ministre adjoint iranien des Affaires étrangères, Abbas Agarachi, s'est félicité d'une bonne atmosphère. Nous sommes impliqués dans chaque étape des négociations. Nous faisons tout notre possible pour faire avancer ce processus. Ce qui compte le plus pour nous, c'est qu'il y ait une bonne entente. Il est clair que nous voulons avancer le plus rapidement possible, mais le plus important reste la qualité de cet accord. Il faut que ce soit un bon accord qui puisse satisfaire tout le monde. C'est la 3e réunion de travail organisée depuis novembre dernier. Téhéran avait alors accepté de geler une partie de ses activités atomiques en échange d'une levée partielle des sanctions qui étouffent son économie. Un isolement diplomatique qui chaque semaine prive l'Iran de milliards de revenus. Aujourd'hui, le point le plus sensible des discussions reste l'étendue du programme d'enrichissement en uranium. Il s'agit de savoir combien et quel type de centrifugeuses pourront être utilisées. Les pourparlers achoppent également sur le fameux réacteur à eau lourde d'Arak, un équipement encore en construction qui nécessite l'utilisation du plutonium. Selon le secrétaire d'État américain John Kerry, l'Iran dispose aujourd'hui de suffisamment de matériaux pour confectionner une bombe atomique en 2 mois. Il reste ferme et n'exclut pas une réaction immédiate des États-Unis. Les 2 parties se retrouveront à partir du 13 mai à Vienne pour mettre au point un accord final. Et on en parle avec vous, Michel Taubman. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef d'i24 News, spécialiste de l'Iran. Alors si cet accord final est adopté, est-ce qu'on pourra dire que la menace nucléaire iranienne est derrière nous ? Alors écoutez, le seul problème, c'est que cet accord final n'est pas adopté. Et entre aujourd'hui
Et le mois de juillet, il va se passer beaucoup de choses. Et notamment, la question qui se pose, c'est le contenu de cet accord final. Et il y a deux positions. Il y a la position de la communauté internationale réaffirmée par les Occidentaux, qui n'est pas de nucléaire du tout, démantèlement total démantèlement total de tout l'arsenal nucléaire militaire iranien. Et puis il y a la position des Russes qui est beaucoup plus floue et qui risque de peser parce qu'elle rejoindra la position de Téhéran qui est plutôt favorable à un accord ambigu, c'est-à-dire qui maintiendrait pour l'Iran la porte entrouverte vers l'arme atomique à moyen terme ou à long terme. Alors pour vous, c'est un scénario possible qu'un accord final soit signé mais qu'il ne mette pas fin aux activités illicites de Téhéran ? Alors écoutez, là je ne lis pas dans le mar de café, mais je constate que pour l'instant, les Occidentaux restent fermes, en tout cas officiellement sur leur position, qui est de dire que on doit donner toutes les garanties, l'Iran doit donner toutes les garanties d'un démantèlement de son programme nucléaire. Alors la réalité, c'est que l'Iran, pour l'instant, reste dans le flou, reste dans l'ambiguïté, et évidemment, c'est toujours le cas au début d'une négociation. Les positions ne sont pas les mêmes, mais le problème, c'est que plus on va approcher de la fin de la négociation, plus les positions divergentes vont apparaître. Vous savez qu'on dit que le diable est dans les détails, et en l'occurrence, les détails, ce sont les centrifugeuses. Combien de centrifugeuses l'Iran va-t-elle conserver sur son territoire et quelle proportion d'uranium enrichi, même faiblement enrichi, l'Iran souhaite, au nom de sa fierté nationale, garder la possibilité d'enrichir de l'uranium sur son territoire. En même temps, c'est toujours la possibilité à terme de transformer en quelques mois ou en quelques années cet uranium enrichi en arme atomique. Alors Michel, un mot d'Israël qui n'avait pas été franchement écouté par les 5+1 pour l'accord intérimaire. Est-ce qu'il va réussir à peser un peu plus dans la balance pour cet accord définitif ? Écoutez, pour l'instant, Israël s'est marginalisé par la position de son Premier ministre Netanyahou. Non pas que les réticences, les inquiétudes, les angoisses d'Israël ne soient pas légitimes, puisque Israël, comme les pays arabes d'ailleurs, qui pour une fois se retrouvent totalement unis contre le même ennemi, en l'occurrence la République islamique d'Iran, Israël et les pays arabes, contrairement aux Européens et aux Américains, sont tout près de l'Iran, sont à portée de tir. Donc il est évident que les Israéliens, comme les Arabes, ne peuvent pas se satisfaire de vagues garanties. Ils veulent des garanties totales que l'Iran n'aura pas du tout la possibilité de construire l'arme atomique. Le problème, c'est que pour l'instant, Israël, avec une position très dure, très extérieure aux négociations, c'est un peu marginalisé. Et je pense qu'Israël aurait peut-être mieux fait de dire que, ok, le processus de négociation c'est bien, mais il faut mettre des conditions. Alors que là, cette opposition totale à tout processus de négociation n'est pour l'instant pas comprise. Mais comme l'histoire n'est pas terminée, il est possible que les choses se retournent dans les prochaines semaines et les prochains mois, et que les Américains ou les Occidentaux se rapprochent d'Israël, parce qu'à un moment donné, ils s'apercevront que Israël, dans ses réticences, dans ses inquiétudes, dans ses dénonciations, n'avait pas tout à fait tort. Alors précisément, un mot pour finir des Américains. John Kerry a répété devant le Sénat il y a 2 jours que les États-Unis réagiraient immédiatement si l'Iran arrivait à une bombe atomique. Est-ce qu'Israël peut compter sur les États-Unis, coûte que coûte, si l'intervention devrait avoir lieu ? La question se pose pour tout le monde aujourd'hui après l'affaire syrienne. C'est-à-dire qu'il y a quand même moins d'1 an, souvenez-vous, en août-septembre, les Américains avaient le doigt sur la gâchette pour intervenir en Syrie. Et puis ils ne l'ont pas fait. Donc il y a aujourd'hui un problème de crédibilité de l'administration Obama. À chaque fois que l'administration Obama menace d'utiliser la force. Il n'empêche que l'Iran, ce n'est pas la Syrie, et que Israël, ce n'est pas non plus la Syrie pour les Américains, et que s'il y avait un danger, je dirais, existentiel qui pouvait peser sur Israël, peut-être que les Américains, à ce moment-là, se retourneraient et interviendraient militairement pour aider Israël. Mais on n'en est pas là, et c'est vrai que jusqu'à présent, ce que dit John Kerry, c'est tellement loin de tout ce que fait l'administration américaine depuis l'arrivée d'Obama. Obama a eu un prix Nobel de la paix en 2009, juste après son accession à la présidence des États-Unis, et il fait tout depuis 5 ans pour le mériter, c'est-à-dire pour déminer tous les terrains où les Américains et où les Occidentaux étaient engagés, notamment au Moyen-Orient. Merci beaucoup, Michel Topman, rédacteur en chef Act24 News, d'avoir été avec nous ce matin.
Jeudi 10 avril, c'est le morning. Voici les grands titres de l'actualité. Les chefs de la diplomatie israélienne et américaine tentent de calmer le jeu. John Kerry et Avigdor Lieberman se sont entretenus hier soir à Washington. Ils ont réaffirmé leur engagement vers les négociations de paix et l'amitié entre les deux pays. Et ce, je vous le rappelle, après que Kerry ait imputé à Israël l'échec des négociations. Et puis à noter également dans l'actualité de ce jeudi qu'Israël lance avec succès son satellite espion en orbite. C'est désormais chose faite. Ofek 10, c'est un radar satellite espion capable de prendre avec précision des photos de la Terre, indépendamment des conditions météo dans le monde. Il existe seulement 12 pays capables de produire et de lancer ses propres satellites. Et on vient de l'évoquer, les négociations entre l'Iran et les 5+1 vont donc passer à la vitesse supérieure. L'objectif est désormais la rédaction d'un accord final. Il mettrait fin, s'il était adopté, à une décennie de controverses sur le programme nucléaire de Téhéran. Enfin, c'est un moment historique. Le Barça a dit au revoir hier soir à la Ligue des Champions. L'Atlético Madrid a donné une fantastique leçon d'engagement au Barça en quart de finale par une courte victoire 1-0 dans un stade Vicente Calderón en fusion. L'Atlético s'est donc offert l'un des plus beaux exploits de son histoire, décrochant sa première demi-finale de C1 depuis 40 ans. Et on parle à présent d'une tendance qui prend de l'ampleur en Israël. Ça s'appelle le véganisme. Ce sont ces végétariens de l'extrême engagés contre la souffrance animale. Je vous propose tout de suite le portrait de Sacha Beaujour. Il est israélien. Son mode de communication, les actions choquent, faire subir à l'homme ce qu'on inflige aux animaux. Regardez. Octobre 2012 marque l'entrée de 269 Life dans le débat public israélien. Ce jour-là, sur la place Rabin de Tel Aviv, Sacha et deux autres militants végétaliens se marquent au fer rouge et choquent l'opinion publique. La vidéo controversée devient virale et totalise plusieurs centaines de milliers de vues en quelques semaines. Ce n'est pas agréable de se marquer avec un numéro de fer chaud bouillant, mais en même temps, je suis heureux que tout se soit bien passé ce jour-là. C'était un soulagement. L'idée était de présenter l'histoire et la vie d'un veau, le veau numéro 269, de démontrer qu'au-delà d'un numéro, il était avant tout une chose vivante. Cela est plus facile pour les gens de s'identifier à un cas particulier qu'à une masse. C'est juste la nature humaine. Pas de dirigeant ni de statut officiel, 269 Life se pose comme une organisation anticonventionnelle, par excellence, qui a pourtant fait des émules dans le monde et en suivant que sa propre stratégie. Alors, Yohan Waki, bonjour. 269, c'est un peu l'extrême de cette tendance végane. En tout cas, c'est une tendance qui fait un carton à Tel Aviv, mais pas seulement. Exactement. Alors, je vous propose déjà de commencer par un peu de définition pour que les choses soient Vous avez claires. bien Entre raison. végétarien, végétalien et vegan, il y a une différence. Végétarien, tout simplement, les gens qui ne mangent pas de viande ni de poisson. Végétalien, ceux qui ne mangent pas de viande ni de poisson, mais pas non plus d'œufs, de lait ou de miel. Et vegan, ceux qui ont un régime végétalien, mais qui en plus en font un mode de vie, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent aucun produit issu de l'exploitation des animaux, pas de laine, pas de soie, pas de cuir. Ah, pour s'habiller, quoi. Pour s'habiller ou pour dans la consommation du quotidien, quel que soit le produit. Donc c'est vraiment, comme vous l'avez dit, un peu plus extrême. Ça, c'est les termes français. En anglais, vegan, végétalien, il n'y a pas vraiment de différence. Donc on va rester sur cette notion pour la suite. Ok, vegan, végétalien, c'est pareil. Merci, on aura bien compris. Alors, en Israël, la tendance fait un carton. Exactement. Alors écoutez ces quelques chiffres. Une étude a été menée par le Panel Institute lors de la dernière édition du MasterChef israélien, donc en janvier 2014, et a montré que 8% des Israéliens se définissent comme végétariens et 5% comme vegan. Ah, mais c'est beaucoup, non? C'est beaucoup. Alors 8,5% des Israéliens, ça fait près de 600 000 personnes. Vu la 8% taille, de la population israélienne ne mange pas de viande. 8% de la population israélienne ne mange pas de viande, ne mange pas de poisson, et certains donc ne mangent pas tout ce qui vont plus loin. Toujours d'après la même étude, 13% des répondants ont déclaré qu'ils envisageaient de devenir végétariens ou vegan dans un futur proche, et 25%, c'est-à-dire un Israélien sur 4, a déclaré avoir consommé moins de viande l'année passée. Voilà, donc ça fait un carton. La tendance s'éparpille dans le pays. Est-ce qu'on sait pourquoi ça marche tellement? Alors, plusieurs réponses. Vous l'avez dit déjà en introduction avec ce petit reportage. La première raison est principalement idéologique. Ne pas maltraiter les animaux. Et qui dit ne pas maltraiter les animaux, dit en faire un engagement en général très personnel. Alors, il y a plusieurs niveaux d'engagement. On l'a vu avec la vidéo. Certains vont très loin. D'autres vont un peu moins loin. Je vous propose de regarder cette petite vidéo de Rotem Sela, l'actrice israélienne très connue, qui en a également fait un sujet qui lui tient à cœur. D'accord, on regarde. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind
Voilà, on le rappelle, Rotem Sella, c'est une actrice, mannequin très connue en Israël. Et en fait, on pourrait croire qu'elle parle d'elle-même. Elle est elle-même une jeune maman, mais en fait, elle parle des jeunes veaux qu'on retire à leur mère. Exactement, le message est plutôt clair. Si cette pratique vous choque sur les animaux, ne consommez plus de lait, parce que c'est comme ça que ça se passe pour fabriquer ce lait. Et les stars s'en mêlent, ça prouve bien l'ampleur du phénomène. D'ailleurs, la deuxième motivation qui en général motive les véganes ou les végétaliens à pratiquer ce mode de vie est une raison sanitaire. Ils nous disent souvent que manger moins de viande et moins de lait serait meilleur pour la santé. Alors dans ce domaine-là, en termes d'études scientifiques, il y a tout et son contraire. C'est pas vraiment tranché. C'est pas vraiment tranché. Certaines études montrent que c'est mieux, d'autres disent qu'on a besoin de protéines issues de ces matières. Voilà, on n'en sait rien. En tout cas, santé, éthique, développement durable, 3 raisons très fortes et très modernes qui font que ce sujet prend une telle ampleur aujourd'hui. Ouais, ça marche un peu partout dans le monde. En fait, vous nous dites que c'est tendance d'être vegan ou végétarien. En fait, pour être tendance, il faut l'affirmer par son alimentation? Alors pas tout le temps. Aujourd'hui, oui. En tout cas, en Israël, et il semblerait bien qu'au pays du lait et du miel, il fait bon ton de manger des carottes et du soja aujourd'hui. Mais si on regarde en Europe, par exemple, l'image d'un vegan serait complètement différente, alors qu'en Israël, c'est plutôt cool et plutôt très moderne. En Europe, on vous targuerait plutôt péjorativement de bobo ou de hipster, voilà, où on est un peu moins peut-être tolérant sur les modes de vie alternatifs. Voilà, phénomène qui prend beaucoup d'ampleur en Israël, beaucoup de restaurants véganes qui fleurissent à vitesse grand V. Et aujourd'hui, même les restaurants traditionnels, notamment à Tel Aviv, proposent généralement une carte végane ou un plein, voilà, ou un plat. Ça se voit partout. Exactement. Alors comment la tendance a pris une telle ampleur en fait? Alors, généralement, dans le domaine des tendances, on dit que la durée de vie d'une tendance est inversement proportionnelle à sa vitesse de propagation. C'est-à-dire que plus elle prend du temps à s'installer, plus elle risque de durer longtemps. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé avec le véganisme. On l'a vu, ça a pris du temps, ça s'installe doucement mais sûrement, avec notamment quelques stars. Une deuxième star, star de la télé cette fois, qui s'est emparée qui a créé le phénomène Meatless Monday. C'est comment elle s'appelle? Miki Raimovic, exactement. Présentateur mythique du 20h israélien. Présentateur mythique du 20h israélien. Présentatrice plutôt, oui. Qui s'est emparée du phénomène Meatless Monday, c'est-à-dire ne plus consommer de viande le lundi. Phénomène qui a été suivi même par la Knesset. Figurez-vous qu'à la Knesset, la cantine ne sert pas de viande. On mange plus de viande le lundi. Non, c'est terminé. Donc ça marche en Israël. Merci beaucoup, Johan, d'être Merci, venu nous en parler. À suivre, on parlera télé avec le salon du MIP qui se tient en ce moment à Cannes. Les formats israéliens se sont fait rafler cette année. Décryptage de ce succès après un nouveau journal. Il est l'heure de jeter un coup d'œil à l'actu sur Internet. C'est dans la revue du web. Rudy, bonjour. Bonjour Barbara. Alors on commence par cette nouvelle forme de contestation. Ça se passe au Venezuela et des étudiants ont décidé de poser nus sur Twitter. Oui, alors ça fait déjà 2 mois qu'au Venezuela, depuis février, que le Venezuela est théâtre de très graves troubles. Les étudiants protestent contre, entre autres, l'insécurité, la situation économique qui est catastrophique et les violences policières. Et une vidéo diffusée sur Internet a été prise par un caméraman amateur et elle fait scandale. Elle a fait naître un vrai mouvement en ligne. Certaines images peuvent choquer. Je vous la montre, ça se passe sur un campus de l'université centrale du Venezuela lors d'une marche d'étudiants contre l'inflation et les pénuries, notamment les pénuries alimentaires. La manifestation a été interdite et donc une milice de civils armés arrive sur le campus à moto. Ils tirent en l'air et menacent les étudiants. C'est à ce moment qu'on a cette vidéo où un étudiant est mis à nu et passé à tabac. La vidéo a choqué tout le Venezuela et donc depuis, de nombreuses photos en son soutien et en faveur des opposants circulent sur les réseaux sociaux. Donc on voit cette vidéo très très dure qui dure plus de 3 minutes où on voit le passage. Il est déshabillé de force. Il est déshabillé de force et passé à tabac, absolument. Et donc voilà la réaction des internautes. Une campagne qui s'appelle Desnudos con la UCV, dénudé avec la UCV, ou encore Mejor Desnudos que mieux vaut être dénudé que. Et l'idée est de se prendre en photo avec un message nu aussi. Plus de 300 000 messages ont été d'ores et déjà postés sur Twitter avec ces 2 hashtags. Un moyen de communication qui choque mais qui est efficace pour montrer la détermination des étudiants à faire tomber le régime de Nicolas Maduro. Alors on peut lire par exemple plutôt dénudé que vivre 15 ans en dictature, ou encore plutôt dénudé que vivre sans dignité. Et certains manifestants maintenant au Venezuela manifestent désormais nus dans l'esprit de cette campagne. Il faut rappeler quand même que ce conflit qui dure, donc je vous l'ai dit, depuis plus de 2 mois, depuis février, a fait officiellement 39 morts officiellement et 550 blessés. Voilà, les manifs
mobilisation quotidienne au Venezuela contre le pouvoir de Maduro, qui a du mal à gérer le pays. On part en Iran pour parler d'une autre mobilisation. Ça se passe là aussi sur les réseaux sociaux. C'est un cinéaste qui s'en mêle. Ils veulent faire libérer quelqu'un qui a été condamné injustement, en fait. Oui, c'est un jeune homme de 26 ans. Alors, c'est l'histoire que nous révèle ce matin le site du Monde, celle d'un Iranien. Il a 26 ans. Il a été condamné à mort pour avoir été impliqué avec 2 de ses amis dans une risque qui avait fait un mort. Le problème, c'est que les 2 responsables des coups mortels se sont enfuis et tués dans un accident de voiture. Et la justice iranienne a désigné cet étudiant qui n'a pas porté donc les coups mortels comme seul responsable. Donc, sensible à ce qui apparaît comme être une injustice, des centaines d'Iraniens se sont mobilisés sur les réseaux sociaux depuis le début mars pour lui épargner la mort par pendaison. Il est en prison déjà depuis plus de 7 ans et son exécution a été reportée déjà 3 fois. Alors, en Iran, la charia est appliquée, la loi islamique, elle permet d'éviter la peine de mort contre le prix du sang. Alors, le prix du sang, c'est une somme d'argent fixée par la famille de la victime pour épargner la pendaison. Donc, les internautes se sont mobilisés pour réunir 350 millions de toman, c'est-à-dire à peu près 100 000 $, 87 000 euros. Donc, c'est la somme que réclame la famille pour éviter l'exécution. Et ils y arrivent presque avec l'aide de cet homme, le réalisateur Moustapha Kaye, et son producteur. Les 2 hommes ont organisé une projection spéciale de leur dernier film, Ligne spéciale, pour rassembler des fonds pour sauver le jeune homme condamné à mort. Alors, de nombreuses personnalités iraniennes du spectacle, des artistes, des sportifs ont été invités. Et finalement, c'était une manière aussi de parler du prix de la vie et des exécutions qui ont lieu en Iran et dénoncer donc l'usage abusif de la peine de mort par le régime de Téhéran, car malgré l'arrivée de Rouhani, qu'on dit plutôt modéré, l'Iran a exécuté cette année au moins 500 personnes. C'était en 2013 et 57 ont été en public. Généralement, c'est pour des affaires de drogue et ce sont les chiffres qui ont été donnés par l'ONU et ce sont surtout des chiffres en augmentation. Alors, vous nous parlez souvent de l'interdiction des réseaux sociaux, de l'utilisation en Iran. Est-ce que là, c'est toléré par le régime, cette mobilisation ? Non, c'est absolument pas toléré. C'est évidemment toujours fait par des VPN, par des Iraniens à l'étranger ou par des Iraniens qui se connectent via des logiciels pour pouvoir contourner la censure. Après, cette mobilisation, elle est tolérée puisque la séance de cinéma a eu lieu. Cela dit, elle ne doit pas être vue d'un bon oeil, mais c'est toujours un petit peu compliqué en Iran entre ce qu'on laisse faire, ce qu'on laisse dire et ce qui se passe vraiment. Allez, on termine par autre chose. On ne parle plus de mobilisation ni de politique. On parle de Wapiti. Oui, pas de chat ce matin, mais du Wapiti avec cette vidéo 1,4 million de vues. D'abord, dites-moi, c'est quoi les Wapiti ? Parce que je ne sais pas si tout le monde le sait. Alors, les Wapiti, c'est une sorte de cerf. Enfin, vous allez voir. Bon, j'aurais vraiment du mal. On va les voir. C'est un animal, en tout cas. C'est un animal. Ça se passe au Montana, aux États-Unis, au milieu d'une route. Et donc, je vais me transformer un petit peu en Jean de La Fontaine de Bazar pour vous faire un petit parallèle entre ces Wapiti et l'équipe du Morning. Alors, on voit toute l'équipe du Morning se diriger avec joie vers les studios d'i24 News, passant la barrière de sécurité. On voit Myriam Danan, notre rédactrice en chef, qui mène là-dedans, suivie de Déborah, Émilie, toute la régie, Barbara bien sûr, Cyril Betsabé et le plus branché des Wapiti, Johan au milieu. Voilà, donc tout le monde est en train de suivre, sauf Virginie Khalifa qui a du mal. Mais elle a du mal avec la barrière en fait, elle n'arrive pas à la passer. Alors Wapiti Khalifa, Virginie, elle va tourner autour du pot. Ça dure 2 minutes. Elle va tout essayer. Elle va vraiment tout essayer. Elle va tourner. Et alors, à votre avis, quelle est l'issue et la fin de cette vidéo ? Elle va rester coincée. Chercher peut-être Rudy, le sauveur. Elle rentre chez elle. On va voir la deuxième partie. Eh bien non, à un moment, elle se dit, et si je prenais de l'élan ? Et enfin, elle passe la barrière et elle rejoint toute l'équipe pour sa chronique. Voilà donc ce qui s'est passé ce matin. Elle rejoint la famille du Morning. Une belle histoire de Wapiti. Merci beaucoup, Rudy. Heureusement que vous êtes là, heureusement que vous existez, je vous le dis pas assez. Merci. Voilà, retour à Tel Aviv, on ne parle pas de Wapiti, Rudy, pour votre plus grande déception. On va parler de danse et d'un lieu culturel, mythique à Tel Aviv qui fête ses 25 ans cette semaine. Il s'agit du centre Suzanne Dalal, un lieu de danse. Je vous l'ai dit, regardez ce reportage, il est signé Elsa Mourgues. L'histoire du centre de danse contemporaine internationalement connu commence par une tragédie.
En 1989, la famille Delal, originaire de Londres, vit un drame. Suzanne, leur fille d'à peine 25 ans, décède. Et c'est donc pour rendre hommage à sa joie de vivre que sa famille a décidé de construire le centre Suzanne Delal. C'était une jeune fille, très jolie, très charmante, pleine de vie. Malheureusement, elle est décédée très jeune. Donc voilà, je pense que c'était une belle façon de lui rendre hommage. À l'origine, ces bâtiments abritaient une école de filles et une école de garçons à la fin du 19e. Début 20e, ils sont devenus des logements pour les nouveaux arrivants lors de la deuxième vague de l'immigration juive en Israël. Puis le quartier a été délaissé au profit du centre de Tel Aviv. Au milieu des années 80, les bâtiments étaient en ruine, complètement abandonnés ou parfois occupés par des sans-abri. Après 5 ans de rénovation, la transformation est spectaculaire. Cet endroit est devenu si célèbre en Israël que dans beaucoup d'autres endroits de la ville, on essaie de prendre des sites délabrés ou en mauvais état et les transformer en centres culturels. C'est difficile, mais ça marche. Le centre est mondialement connu. Nous avons plus de 600 représentations par an. C'est beaucoup. Nous nous produisons partout dans le monde. Des gens de partout dans le monde viennent choisir des troupes de danse israéliennes. Aujourd'hui, le centre Suzanne Delal est le symbole du quartier branché de Neve Tzedek. C'est aussi le site touristique le plus visité de Tel Aviv. Mais c'est avant tout un lieu d'art à la renommée internationale qui a accueilli près de 850 créations artistiques depuis son ouverture. Le centre héberge 4 salles de spectacle et les studios de répétition de compagnies de danse mondialement connues comme Inbal Pinto et Avshalom Polak ou la compagnie Batsheva. 2 compagnies réputées pour leur talent novateur et leur chorégraphie très contemporaine, symbole de la culture israélienne à l'étranger. Voilà, pour tous ceux qui visitent Tel Aviv, Suzanne Delal, c'est un lieu incontournable, vous connaissez? Oui, très beau lieu, très beau quartier aussi, c'est le quartier de Neve Tzedek, c'est le plus vieux quartier de Tel Aviv. Vous habitez Rudy? Oui, faut dire. Au passage. Virginie, on parle télé ce matin avec le salon du MIP qui s'est tenu toute la semaine à Cannes. Et vous allez nous l'expliquer, les formats israéliens se sont fait rafler cette année. Ah mais complètement, avec une très très grosse pression pour la boîte de production Keshet, que vous connaissez certainement. Alors cette boîte de production israélienne, eh bien on en parle partout à Cannes cette année. Les plus grandes chaînes françaises s'intéressent au programme qu'elle propose, et ce depuis plusieurs années déjà. C'est vrai qu'Israël intéresse le monde entier, et c'est cette société à qui on doit Rising Star ou encore Ratoufim, dont la version américaine bien évidemment est Homeland, j'en ai souvent parlé. Keshet vient de vendre Boom à TF1, c'est la news du jour, et à la Fox. Alors la société touche à tout et ne s'arrête pas d'innover. Je vous propose tout de suite peut-être de découvrir la bande-annonce française de Rising Star, et on en parle tout de suite après. If God had a name, what would it be, and would you tell it to his face? You were faced with him in all his glory. What would you ask if you had just one question? What if God was one of us? Just as love like one of us. Just a stranger. Rising Star, le premier concours de chant interactif. Quel que soit votre âge, votre style musical, que vous chantiez seul, à deux ou en groupe, inscrivez-vous sur sisplay.fr. Bientôt sur M6. Alors, Rising Star, c'est donc ce format israélien, télécrochet classique, mais la nouveauté, c'est l'interactivité. Exactement. Et ça a été racheté ? Ça a été racheté par M6, c'est donc la société Studio 89 qui va s'occuper de le produire. Alors, on a déjà des échos, comme quoi ce serait peut-être Benjamin Castaldi qui présenterait l'émission. Alors, la spécificité de cette émission, effectivement, c'est le fait qu'on puisse faire participer le public via une application mobile, smartphone, exactement. Et puis, ça attire beaucoup plus de monde. Ça séduit. En temps réel, les téléspectateurs votent et le rideau se lève ou non. Enfin, l'écran se lève. Donc, on fait vraiment partie du jury, on participe à l'émission, c'est novateur et c'est ce qui commence à plaire. Et c'est aussi l'idée utilisée pour Boom et pour d'autres émissions dont on va parler tout de suite. Alors, Boom, ça a été racheté aussi, vous l'avez dit. Effectivement. Alors,
Oui, non, allez-y. Alors oui, effectivement. Donc Boom, ça a été racheté aussi, mais par TF1. Et du coup, eh bien, on cherche de plus en plus à séduire avec d'autres types d'émissions, avec un vrai espoir, eh bien, de vendre dans le monde entier. On a vendu Boom. Il y a aussi un autre concept qui se vend en ce moment, qui s'est vendu en ce moment à Cannes, c'est Elevator Pitch. Du coup, c'est israélien aussi. C'est israélien aussi. C'est quoi? Alors, Elevator Pitch, c'est encore quelque chose de différent. C'est un jeu. Alors, attends, je vais vous expliquer exactement. Alors, c'est un jeu où le programme, on pitch. Non, c'est assez compliqué, effectivement. Donc, en fait, c'est un programme où l'on pitch son projet d'entreprise depuis un ascenseur commandé par un jury d'investisseurs et de téléspectateurs. Donc, le téléspectateur assiste aussi à l'émission et fait partie du jury. Il est connecté via une application, encore une fois, et ensuite, donc, pour mener à bien ce projet d'entreprise. En tout cas, c'est fait pour encourager l'entrepreneuriat, c'est ça, hein, on vient avec une idée et après le jury décide s'ils peuvent la développer ou pas. Exactement. Je n'ai pas très bien compris le rôle de l'ascenseur là-dedans. L'ascenseur, eh bien, c'est comme Boom, c'est comme la bombe atomique, c'est histoire de faire jouer. C'est pour la mise en scène. Non, mais il y a beaucoup d'histoires comme ça de start-up qui se sont dit, voilà, j'ai croisé Bill Gates et puis j'ai pitché dans un ascenseur, etc. Donc ils sont partis de là pour arriver au résultat. Voilà, à cette idée de l'ascenseur, un pitch en quelques secondes. Est-ce que vous comprenez pourquoi, Rudy, ces formats-là israéliens se font rafler comme ça à l'étranger, en France notamment? Ça rappelle un petit peu Endemol dans les années 2000. C'est-à-dire que les Pays-Bas, c'est un petit pays. Israël est aussi un petit pays. Donc ça veut dire que l'économie de la télévision n'est pas énorme. Petit budget. Et donc ils sont obligés de trouver des formats peu coûteux, quasiment low cost et qui fonctionnent sur un petit pays et donc après qui peuvent facilement se vendre. Donc c'est surtout des petites boîtes de production et elles travaillent vraiment sur le contenu de leur émission. C'est moins de show-off comme aux États-Unis, mais c'est vraiment sur l'envie d'intéresser le téléspectateur et de se dire, de toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus pour accrocher. Et puis là, on n'est pas dans un système, exactement, on est créatif et puis ce qui nous intéresse, c'est la qualité et vraiment pas la quantité. Et par exemple, pour reprendre l'exemple de Boom, c'est vrai que ça a fait ça a été lancé en Israël donc jeudi dernier et puis ça a fait une explosion. La première, comme le dit son nom, ouais, c'était jeudi. Et ils ont fait 41% d'audience, qui est un record. C'est un record en Israël pour les jeux télévisés. Et pourtant, c'était pas gagné parce qu'il y a une grosse polémique de dire que Boom, par rapport à la région et par rapport à Israël et à l'histoire et donc c'était un jeu de mots mal choisi. Voilà, c'était mal choisi, mais ça a été c'est culotté, mais ça marche. Réussi, ça a fait le buzz, exactement. Et d'ailleurs, on commence à se poser beaucoup de questions parce que c'est des programmes qui sont rachetés dans le monde entier. Alors, en ce qui concerne Boom, la France sera la première à l'exploiter avec les États-Unis, mais par exemple Rising Stars ou d'autres émissions comme ça, eh bien, n'ont pas été un grand succès partout. Pour le Rising Stars, par exemple, au Brésil, ça n'a pas bien marché. Il y a eu un problème technique, c'est ça? Exactement, il y a eu des problèmes techniques. Alors, il faut savoir que ça a quand même été élaboré par le Mossad en Israël, donc il y a quand même pas mal de mesures de sécurité qui ont été prises. Et puis en France, on commence à se poser des questions parce qu'on a tout lancé. On a fait une grosse promotion autour de ça et puis on n'est pas sûr que ça fonctionne au final. En tout cas, en Israël, ça fonctionne et Israël vend bien ses formats à l'étranger. C'est une bonne chose pour le pays. C'est une très bonne chose pour le pays. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous de votre fidélité au Morning. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Portez-vous bien et on se retrouve demain avec plaisir.